Pour l'émission Philosophie avec Raphaël Enthoven et votre théorisation de la question de la torture. Alors mes élèves ici ont préparé quelques petites questions que je vous ai forwardées, que je vous ai envoyées par mail. Voilà. Alors je vais donner, en fait, je vais les faire poser par les élèves, c'est quand même leurs questions, avec le soutien bienveillant de la professeure, bien sûr. Donc Héloïse va poser la première question. Alors, peut-on concilier état démocratique et pratique de la torture? Un État n'a-t-il pas pour mission de défendre sa population? Voilà. Non. État démocratique et pratique de la torture, non. C'est quand même tout à fait contradictoire. De surcroît, la torture n'est pas toujours pratiquée sur la population, elle est pratiquée sur des détenus d'autres nationalités, etc. Mais non, c'est contraire aux principes fondamentaux de la démocratie. Et c'est quoi les principes de la démocratie? C'est quand même le respect, au minimum, le respect des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux, les droits humains, les droits de l'homme, et donc totalement contraire au principe de la démocratie. Donc ça serait pour vous une contradiction, dans les termes? Oui, c'est une contradiction majeure, bien sûr. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'en effet, toute une doctrine, idéologie libérale de la torture, c'est-à-dire qui justifierait malgré tout la pratique de la torture dans les États démocratiques, dans certaines circonstances exceptionnelles. Donc à la fois, la pratique de la torture est non seulement contraire au principe de la démocratie, mais même contraire aux lois, aussi bien aux lois internes qu'aux traités internationaux. Mais en même temps, il y a eu tout un système intellectuel de justification de la torture, ce que j'ai appelé donc l'idéologie libérale de la torture. Est-ce que tout le monde dans la classe sait ce que c'est qu'une idéologie? En tout cas, un système toute une théorie, tout un système de justification, en tout cas. Un système de justification de la torture dans certaines situations d'exception. D'accord. Et là, vous parlez d'une idéologie qui est explicite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un cadre dans lequel il y a une justification de la torture au sein même des démocraties, alors même que la pratique de la torture est contraire au principe de la démocratie. Et en substance, donc c'est ce que j'ai expliqué aussi bien dans le livre que dans l'entretien avec Enthoven, c'est lié donc au paradigme ou disons au modèle de la bombe à retardement. D'abord, il faut expliquer que les débats sur la torture, il y en a très peu en Europe, il n'y en a pas en France, je ne pense pas qu'il y en ait en Belgique davantage. C'est essentiellement aux États-Unis qu'il y a eu des débats au lendemain du 11 septembre, et très rapidement au lendemain du 11 septembre, où l'administration Bush a commencé à mobiliser des juristes pour expliquer dans quelles conditions, en effet, alors il ne parlait pas de torture, il parlait d'interrogatoire coercitif ou d'interrogatoire forcé, mais ça revient à peu près même, pourrait éventuellement être légal. Puis ensuite, il y a eu des débats intellectuels extrêmement denses et extrêmement intenses aux États-Unis pendant des mois et même des années, autour donc effectivement tous ces débats portent autour du paradigme donc de la bombe à retardement. Et effectivement, la bombe à retardement, ça se présente comme un scénario extrêmement vraisemblable. Et il a été d'autant plus popularisé que la série américaine, puisque vous vouliez me poser une question sur ça, la série 24 heures, l'a rendu en effet mondialement célèbre. Donc c'est un paradigme, disons une hypothèse qui se présente comme une hypothèse vraisemblable. Et bien sûr, si cette situation se présentait, on pourrait en effet se poser en réalité la question éventuellement de la justification de la torture dans ces situations d'exception. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai travaillé essentiellement autour de ce paradigme, c'est-à-dire en effet, quelles sont toutes les questions morales, pas seulement juridiques, mais les questions morales qui se posent à partir donc de ce scénario. Le problème, c'est que ce scénario qui se présente comme vraisemblable est en réalité une pure fiction. Mais ça, on peut revenir sur ça parce que c'est le point évidemment central. Et donc, si vous discutez autour de ça, effectivement, vous dites qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça, parce que vous dites, oui, évidemment, si cette situation se présentait, alors là, on pourrait se poser effectivement la question éventuellement de la justification de la torture en vue donc de sauver des centaines, des milliers de vies humaines, éventuellement d'enfants, etc. À condition que ce scénario soit un scénario vraisemblable et que la torture puisse être justifiée dans ce cadre-là. Mais ce n'est en réalité pas du tout un scénario vraisemblable. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une pure fiction. Il n'y a aucun exemple, si vous voulez, il n'y a aucun exemple, il n'y a pas un seul exemple documenté où la torture aurait pu servir à déjouer
un scénario correspondant à la bombe à retardement. Ce qui est frappant, c'est que la torture, évidemment, ce sont des pratiques absolument épouvantables, mais ça a donné lieu à des débats qui sont des débats théoriques extrêmement sophistiqués et des débats de très haute abstraction. Il y a des milliers de pages de controverses théoriques autour de cette question et de très nombreuses conférences, colloques qui ont été organisés autour de ces débats, qui sont des débats philosophiques avec des aspects philosophiques, en particulier de philosophie morale, extrêmement sophistiqués, extrêmement abstraits. Merci. Marie-Claire. Donc, bonjour. Alors, sans légaliser la torture en général, pourrait-on la traiter au cas par cas? Ah, c'est toujours du cas par cas. Il n'y a pas de légalisation de la torture possible. C'est inconcevable, la légalisation de la torture. Elle est de toute façon contraire au droit. Elle est contraire au droit domestique et elle est contraire au droit international. Donc, de toute façon, du point de vue du droit, c'est un crime. Passible de très lourdes condamnations, pénales. Donc la possibilité de légaliser la pratique de la torture est vraiment quasiment inconcevable. Alors il y a une loi aux États-Unis qui est passée, alors qu'on appelait la loi sur la torture. En fait, c'était pas qu'elle légalisait la torture, c'est qu'elle acceptait que les tribunaux puissent accepter les preuves ou les aveux qui avaient été donnés sur la torture avant cette. Mais il n'y a pas de légalisation possible de la torture. C'est toujours, de toute façon, pour dire les choses clairement, la torture, dans l'idéologie libérale, la conception libérale de la torture, qui fait l'objet de ces débats, la torture peut être éventuellement une solution désespérée, mais toujours dans un cas exceptionnel. C'est jamais ça ne se présente jamais, du point de vue théorique, comme étant une pratique générale. En fait, évidemment, présente d'abord comme une situation d'exception, et le problème c'est que la situation d'exception risque de devenir la généralité. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui est passé en Irak. Mais c'est toujours, point de vue théorique, au moins, lorsque la question est posée, c'est toujours au cas par cas. C'est jamais une politique, c'est-à-dire une loi générale qui s'appliquerait dans la généralité même de la loi. Non, ça c'est inconcevable. C'est toujours du cas par cas. C'est toujours lié à des situations absolument exceptionnelles. Dans les débats contemporains. Dans les débats contemporains. Merci. Alors, la question 4e. L'efficacité ou l'inefficacité de doit être pris en considération quand on parle du débat de la torture? Mais bien sûr. Mais on pense a priori que la torture est efficace. En réalité, je ne vais pas entrer dans tous les arguments, mais tous les services de renseignement savent, et les services militaires savent que s'il y a une pratique en vue de l'extorsion des renseignements et d'informations qui est inefficace, c'est la torture. C'est la moins fiable de toutes les pratiques. Elle n'est absolument pas fiable parce que tout simplement, les gens sous la torture ont tendance à raconter n'importe quoi. Les questions sont souvent des questions piégées, c'est-à-dire la réponse est quasiment attendue. Est-ce que vous savez où se trouve Ben Laden? Alors on torture, etc. Est-ce que vous avez des liens avec Ben Laden, bon, etc. Les gens, si on les torture, ils sont prêts à dire n'importe quoi, ne serait-ce que pour arrêter effectivement les souffrances indicibles. Donc en termes de méthodes, les méthodes de renseignement, non seulement c'est illégal, mais en plus c'est inefficace. C'est général, hein, tous sont d'accord sur ça. Ça répond aussi à la deuxième question qui était est-ce que selon vous, oui, ça avait été ou non efficace. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors, la 5e question sur la Déclaration des droits de l'homme et sur la question de la réciprocité. Est-ce qu'on peut retirer les droits? Alors ça, c'est Pierre. Alors, la Déclaration des droits de l'homme nous interdit la torture. Et plus simplement, les adultes, quand on est très jeunes, nous apprennent à ne pas faire d'action immorale et à ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Mais est-ce que ces règles, est-ce qu'elles ne font pas une certaine barrière qui est déjà violée par le terroriste? Ou est-ce que, si je peux prendre un exemple plus simple, en cas de guerre, on nous apprend à ne pas tuer des gens, mais si un pays nous déclare la guerre, on se doit de répondre de façon armée et de tuer d'autres soldats, par exemple. Donc est-ce que ce n'est pas un cas semblable un peu? Bon, c'est très facile de répondre à ça. Les traités internationaux sont soumis à la condition de la réciprocité. Vous signez un traité avec un autre État. Si l'autre État ne respecte pas les traités, vous pouvez rompre le traité. Mais là, il s'agit de conventions internationales. Or, les conventions ne sont pas soumises au principe de réciprocité. C'est-à-dire l'interdiction de la torture, elle est constitutive des démocraties. Les opposants à la torture disaient, la question n'est... Vous m'entendez? Disaient, la question n'est pas de savoir qui ils sont, la question c'est de savoir qui nous sommes.
Donc, il n'y a absolument pas de conditions de réciprocité. Les respects des droits de l'homme, ce ne sont pas des respects qui sont soumis à la réciprocité. Je ne dis pas que la question de la réciprocité ne se pose pas dans des questions de philosophie politique ou de philosophie morale plus compliquées, mais là, il faudrait beaucoup plus de temps pour analyser ça. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de conditions de réciprocité. La question, c'est effectivement, la question n'est pas de savoir qui ils sont et ce qu'ils font. La question, c'est de savoir qui nous sommes. Et ce que nous devons faire en accord avec nos démocraties, au principe, hein, quand même, sont fondées sur le respect de ces droits fondamentaux, et ce ne sont pas des droits conditionnels. Il n'y a pas de Bon, ça prendrait plus de temps, mais du point d'expliquer comment on a pu essayer de, par exemple, la justification utilitariste de la torture en disant non, mais ça peut être légitime d'un point de vue moral. Mais en tout cas, du point de vue juridique et du point de vue du droit, hein, du point de vue du droit, je ne parle même pas du point de vue moral, parce qu'en fait, le droit est plus solide dans cette affaire que la morale. La morale peut justifier éventuellement la torture, dans une perspective utilitariste, davantage de plus grand nombre, etc. Mais du point de vue juridique et du point de vue du droit, non. Le droit est plus solide de ce point de vue-là. Et or, les conventions ne sont pas... Allez-y, oui. Est-ce que la question ici, c'est pas justement de modifier le droit un peu pour pouvoir donner cours, pour pouvoir permettre la torture? Non, mais il y a des conventions qui ont été signées. Hein. Il ne s'agit pas de rompre les conventions. La convention contre la torture, qui a été signée par la France, on ne va pas revenir sur cette convention-là. Ceci dit, beaucoup de pays ont signé ces conventions et pratiquent néanmoins la torture. Hein. Mais d'autres pays ne l'ont pas signé, ou en tout cas l'ont signé avec beaucoup de réserves. Et bon. Peut-on vraiment dire qu'une série comme 24 heures chrono a eu un effet sur les esprits, ou en fait ça va juste vulgariser des thèmes comme la torture? Est-ce que c'est un effet réel? Oui. Les soldats en Afghanistan disaient « Regardez, Jack Bauer, la torture marche. » Bien sûr. Jusqu'à un juge de la Cour suprême des États-Unis, Antonin Scalia, qui prétendait qu'il y avait une jurisprudence Jack Bauer. Vous la connaissez, la série? Oui. L'influence de la série a été très importante, et pour beaucoup de raisons, parce que vous savez qu'il y a aussi dans certaines de ces saisons un président noir américain, David Palmer, et on a dit que ça a aussi d'une certaine manière contribué à préparer les esprits à l'arrivée d'un président noir. Mais c'est une série qui pose des questions, elle est construite sur un scénario extrêmement simple et voire simpliste, mais par contre elle pose des questions qui sont des questions extrêmement sophistiquées et extrêmement compliquées, parce qu'on voit justement des chefs d'État au président des États-Unis qui sont confrontés à des situations absolument épouvantables, à des conflits de décision. Mais l'influence a été tout à fait énorme, et ça a vraiment beaucoup contribué en effet à non seulement à populariser, mais même à fournir une justification en quelque sorte effectivement à la torture. Jusqu'aux soldats américains qui regardaient en Afghanistan ou en Irak, qui disaient mais regardez, ça marche. Sauf que ça ne marche pas, c'est une série. Est-ce que la relative acceptation d'une majorité d'Américains des pratiques de torture tout de même, pratiquées par le gouvernement, est-ce que cette acceptation s'expliquerait par le rapport à la violence des Américains, sachant que c'est un pays où il y a beaucoup d'homicides, où il y a un surarmement personnel? Est-ce qu'il y a ici des facteurs, selon vous, sociologiques? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que vous feriez la même chose en France. Imaginez que vous posiez la question aux Français, est-ce que vous seriez prêts ou disons qu'il y avait un attentat d'envergure comparable au 11 septembre en France, 70 ou 80% des Américains au lendemain des attentats étaient favorables à la torture. Je ne suis pas sûr que les résultats seraient tout à fait différents en France. Non, c'est pas tellement une question c'est pas tellement la pratique de la violence, je crois, parce que la violence d'État, là, c'est quand même pas la violence privée, hein, c'est pas la violence personnelle, c'est vraiment la violence des crimes d'État. Mais la propension des citoyens à accepter ce genre de pratiques dans des situations d'exception, je crois, ne serait tout à fait comparable en France et éventuellement ailleurs. Je ne crois pas que c'est lié à la situation américaine. Alors, dernière question, Vivien, plus d'actualité celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez du terme alors de moralisation de la politique qu'on applique aux lois qui ont été proposées par Hollande à l'Assemblée? Enfin, pas pour l'instant, mais qui vont l'être. Et est-ce que vous pensez que la politique a besoin d'être moralisée dans sa pratique? Pas forcément les élus, mais dans sa pratique. Ben, bien sûr que vous savez, les rapports entre, enfin, c'est un très vaste sujet, le rapport entre éthique et politique ou morale et politique, c'est une question évidemment c'est une question très vaste. Il est difficile d'y répondre comme ça en quelques instants. Mais quand même, oui, nous avons quand même des fondements. Des fondements moraux, nos principes juridiques et nos pratiques politiques sont quand même fondés sur les principes moraux, sur une certaine
souvenez, enfin, vous avez peut-être pas vu, peut-être pas tout à fait votre génération, mais quand Obama a été élu, ça a été une espèce de joie mondiale, parce que d'un coup, on avait l'impression que pas seulement qu'il était noir, mais il y avait le sentiment que c'était un homme d'une très grande intégrité ou d'une réelle intégrité, etc. Donc le fait que les chefs d'État soient intègres, que l'intégrité des hommes politiques est tout à fait essentielle, bien sûr. Enfin, comment est-ce que l'on pourrait faire confiance aux hommes politiques si on ne leur accordait pas quand même une certaine forme d'intégrité. Nous tenons à leur intégrité. Alors je ne dis pas que tous les aspects de leur vie nous intéressent. Leur vie privée, leur vie sexuelle ne nous intéressent pas nécessairement, mais quand même une certaine forme d'intégrité, oui, nous paraît tout à fait essentielle. Donc oui, il y a une vraie moralité publique. Sur l'affaire dont vous me parlez maintenant, la moralisation de la vie publique qui consiste à publier les comptes ou le patrimoine des élus, bon, enfin, c'est pas... Ça relève un peu du débat contemporain et de toute l'agitation en France autour de cette affaire Cahuzac. Merci. Merci. Bon, on se demandait ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance du droit, qui peut prévaloir sur la morale en termes d'efficacité. On peut se demander ici si aujourd'hui le débat qu'il y a sur la moralité de nos hommes politiques, si on ne pourrait pas faire plus porter l'accent sur la nécessité d'encadrer juridiquement davantage. Exactement. Je crois que c'est le plus important. On n'est pas du tout obligé, par exemple, on n'est pas obligé de publier publiquement le patrimoine des hommes politiques de telle sorte que tout le monde puisse aller voir qui possède quoi. Il suffit qu'il y ait des contrôles, c'est tout. Les contrôles, ils n'ont pas besoin d'être connus de tous. Il faut juste qu'il y ait des contrôles. Donc oui, c'est important que le droit, effectivement, encadre quand même un certain nombre de choses. Mais je dis, vous savez, ça n'aurait rien empêché dans l'affaire dont on parle beaucoup en ce moment. Il aurait caché ça et il n'aurait eu aucun mal à dissimuler ses fonds à l'étranger. Enfin bon, je pense qu'il faut prendre cela avec une certaine forme de distance et de sérénité, parce que là, il y a une grosse agitation en France autour de cette histoire. Merci. Donc nous, on va continuer le cours sur le droit, et on vous remercie chaudement. Ah oui, le droit, c'est très important. Le droit, c'est très important. Parce qu'à votre âge, on ne s'intéresse pas au droit. Et moi, je ne m'intéressais pas du tout au droit à votre âge. Mais maintenant, je comprends, l'âge venant, à quel point le droit est vraiment essentiel, parce que c'est une vraie structure, les institutions et le droit, c'est essentiel. Il fait une société. Merci beaucoup. Je reprends la classe. Au revoir.